Donc le thème tel qu'il a été formulé est le suivant. Régime d'exception, quelle différence avec la République? Quel pouvoir pour les autorités de transition? Quels droits et quels devoirs pour les citoyens? Et enfin, quelle attitude face à la vie de la nation? Donc vous comprenez aisément la portée de mes propos. C'est des choses à connaître, d'autant plus que ça nous concerne tous, sans aucune distinction. Parce que la nation est un bien commun. Travailler pour la nation, œuvrer pour l'épanouissement commun est une affaire de tout le monde. Et pour arriver à relever ce défi ou pour faire cet exercice, il faudrait savoir qu'est-ce que les lois et les règlements de la République ont prévu. Si on ne les connaît pas, on ne peut pas relever ce défi. D'où l'importance de cette thématique. Par méthodologie et pour nous permettre de mieux comprendre ce que nous allons dire, je vais dans un premier temps essayer de clarifier un certain nombre de concepts, notamment les concepts de la République. Qu'est-ce que la République? Qu'est-ce qu'un régime d'exception? Qu'est-ce qu'un coup d'État? Qu'est-ce qu'une constitution? Qu'est-ce qu'un gouvernement? Qu'est-ce qu'un État? Et qu'est-ce que la transition? Une fois ces différents concepts définis, nous pourrons alors aisément comprendre la suite de la communication. S'agissant de la République, vous entendez ça et là, République du Niger, République de Chine, ou bien République du Nigeria, etc., etc., etc. Ou République du Mali, République du Togo, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce que la République? Alors, j'ai essayé de fouiller un peu et j'ai trouvé que la République apparaît à Rome après la chute de la monarchie. La monarchie, c'est ce régime fort, ce régime où les droits et les libertés ne sont pas véritablement exercés. C'est un régime fort dans lequel où le souverain détient un certain nombre de droits sur ce sujet. Ce qui n'est pas forcément le cas de notre ère, parce que, comme on le dit, nous sommes en démocratie. Bien, donc la République est apparue à Rome après la chute de cette monarchie, vers 509 avant Jésus-Christ, quand les Romains se soulevèrent contre leur roi. Et le terme république provient de l'expression res publica, c'est-à-dire la chose de tous. Res publica, c'est de là que le mot république est issu. Donc vous voyez, tout à l'heure je m'attelais à parler du bien commun. La République est un bien commun. La République, c'est la chose de tout le monde. La République, c'est la chose de tous. Maintenant, pour aller un peu plus au fond, nous verrons que la République, c'est une forme d'organisation, cette fois-ci politique. Toute société humaine a une forme d'organisation. Et pour le cas de la République, c'est cette forme d'organisation politique dans laquelle les détenteurs du pouvoir l'exercent en vertu d'un mandat conféré par le corps social. C'est en cela qu'il faut voir la République. C'est cette forme d'organisation politique dans laquelle ceux qui dirigent, ceux qui gouvernent ont reçu un mandat de la part de ceux qu'ils dirigent, c'est-à-dire de la part du peuple. Voici le sens de la République. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle de la République? Au moment de la Révolution, dans un des pays qui a eu une histoire très longue, qui est une vieille démocratie, il y a eu ce qu'on appelle le soulèvement populaire, ou autrement la révolution. Et cette révolution
a fait allusion à la monarchie romaine dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'est établie ou bien qui a mué en république. À Rome, puisque je vous ai parlé de Rome tout à l'heure, qui avait une monarchie, Rome a évolué pour aller dans une forme d'organisation qu'est la république. Maintenant, la révolution dans ce pays dont je faisais cas tout à l'heure, en référence à Rome, a décidé de choisir également la même forme d'organisation politique, c'est-à-dire la République. Donc vous voyez, Rome ici en ce sens a été un modèle pour permettre à la République de se répandre. Eh bien, c'est à la suite de cette monarchie que le régime politique qui a fait suite à l'ancien régime a été baptisé République, en référence à l'idéal de régime du gouvernement romain. Donc Rome a été un exemple pour d'autres pays de s'inspirer de leur passage de la monarchie à la république, qui république elle-même est cette forme d'organisation dans laquelle désormais ce n'est plus le monarque, le souverain qui dirige, mais plutôt le peuple qui gouverne. Donc c'est ce peuple qui donne le pouvoir à ses dirigeants afin de gérer les affaires de l'État. Voilà pourquoi donc désormais depuis cette période on assiste à l'expansion du concept de la République. Qu'en est-il alors de la démocratie? Puisque la démocratie est un terme qui est beaucoup plus répandu et généralement nous disons que la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Quand on regarde cela, nous renvoie également au concept de la démocratie, puisque nous avions dit que dans la démocratie c'est le peuple, le corps social qui donne désormais le mandat aux dirigeants de les gouverner. Eh bien, la démocratie également s'inscrit dans cette logique, puisqu'elle dit qu'elle se veut un système dans lequel le pouvoir appartient au peuple, qui est exercé pour le peuple et au nom du peuple. Autrement dit, le peuple détient une sorte de contrôle sur les gens qui le représentent. Et autrement dit également, ce même peuple a le pouvoir de sanctionner les mêmes dirigeants auxquels il a conformé le mandat, il a conféré le mandat de le diriger. Donc en ce sens, nous voyons que les deux concepts vont de pair. La démocratie va de pair avec la République. Et c'est pourquoi vous voyez, on dit que c'est une république démocratique. Il y a un humoriste qui a créé sa république et qui l'a appelée la très démocratique république de ce que vous savez. Alors, je viens maintenant au concept de l'État. L'État, qu'est-ce que c'est? J'ai découvert également que l'État est la composante de 3 éléments. Pour qu'il y ait un État, il nous faut 3 éléments. Parmi ces éléments, nous avons un territoire, nous avons une population et nous avons un pouvoir. Donc vous voyez, nous revenons toujours au concept du pouvoir qui est conféré par le peuple. Donc l'État, c'est l'addition d'un territoire, d'une population et d'un pouvoir. Si on a un territoire et qu'on n'a pas un pouvoir qui le dirige, il n'y a pas d'État. Si on a un pouvoir qui dirige, mais qu'on n'a pas un peuple qu'il faut diriger, on n'a pas d'État. L'État, c'est le territoire, c'est la population et c'est le pouvoir qui dirige ce peuple. Voilà schématiquement comment je peux vous résumer le concept d'État. S'agissant de la transition, ici, cette activité se veut également l'occasion d'édifier la jeunesse sur l'ensemble de ces concepts que nous entendons, ça et là, à la radio, à la télévision, dans les journaux, un peu partout. Nous entendons parler de la transition nigérienne. Dans les médias internationaux également, on parle de la transition nigérienne. Alors, la transition, c'est quoi véritablement? C'est tout simplement le passage d'un régime militaire à un régime civil. Pour être plus concret, parce qu'on peut avoir plusieurs formes de transition, mais celle qui nous intéresse ce soir, c'est la transition en cours de notre pays. Parce que notre vocation ici, c'est d'édifier la jeunesse dans
ce mandat d'éducation juridique citoyenne que nous avons entamé depuis quelques années, nous nous sommes donné cette responsabilité, ce devoir d'éduquer nos concitoyens, d'éduquer la jeunesse, d'éduquer le peuple sur les concepts qui lui permettent de comprendre la marche du pays. Et je crois que comprendre également les concepts de la transition nous permettent véritablement, ou bien permettent à chacun d'apporter sa contribution dans le sens de la culture de la paix, du développement du pays. Parce que comme nous l'avons dit, c'est une question d'intérêt général. La République, c'est la chose de tous. S'il n'y a pas de République, il n'y a pas de vous et moi. Alors, qu'est-ce que toi et moi nous pouvons faire pour que la République demeure, pour que la République vive bien et pour que la République puisse nous aider à vivre en paix dans notre pays? Donc, nous sommes présentement dans un régime militaire et donc nous sommes dans une phase de transition. Partout à la télévision, à la radio, dans les journaux, vous allez voir, pour le contexte actuel, on parlera de transition militaire. C'est-à-dire le passage du pouvoir politique à des autorités civiles qui seront élues plus tard. Parce que nous avons dit que l'État, c'est la composante du peuple, la composante du pouvoir et la composante du territoire. Maintenant, qu'en est-il de la Constitution? C'est quoi une Constitution? Le lexique des termes juridiques, c'est comme un peu le vocabulaire ou bien le dictionnaire en fait qui définit le concept. Donc, le lexique des termes juridiques nous donne également plusieurs définitions. En ce sens-là, nous avons regardé qu'est-ce que le lexique des termes juridiques dit sur la Constitution. Le lexique nous dit tout simplement que la Constitution, c'est un ensemble de règles écrites ou coutumières. Ça veut dire, c'est un code, c'est des règles que nous avons sur papier qui ont été codifiées, qui ont été écrites, ou bien c'est des règles coutumières, c'est-à-dire, c'est des règles qui sont là, auxquelles on fait foi, les règles avec lesquelles on est d'accord, mais qui ne sont pas écrites dans un document. Par exemple, une constitution d'un pays est un document écrit que nous pouvons lire article par article. Mais à côté de la constitution écrite, nous avons également des règles coutumières. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de constitution écrite, mais c'est des règles qui ont une valeur morale, des règles qui s'appliquent, des règles dont on connaît l'existence et auxquelles on obéit, quoique ces règles ne sont pas écrites dans un document. Donc on a les deux formes, règles écrites tout comme règles coutumières. Quand vous prenez, je vous donne cet exemple. Ici au Niger, nous avons beaucoup de coutumes. Nous avons beaucoup de règles issues de la coutume, qui ne sont pas écrites dans un texte, mais auxquelles nous obéissons. C'est la coutume. On dit que c'est notre coutume. Chez nous, on ne fait pas ça. Et le corps social obéit à cette règle. Quelqu'un qui quitte une communauté pour une autre, quand il vient, il se soumet aux coutumes de cette communauté. Si vous violez les règles de cette communauté, eh bien, vous êtes soumis à une certaine sanction morale de cette communauté. Donc, en sens, la Constitution, c'est cet ensemble de règles écrites ou coutumières qui détermine. Maintenant, quel est le rôle de cet ensemble de règles? Cet ensemble de règles a pour mission ou bien a pour rôle de déterminer la forme de l'État. Forme de l'État selon que c'est un État unitaire ou c'est un État fédéral. Exemple, au Niger, nous avons un État unitaire, n'est-ce pas? L'ancienne constitution du Niger dit que la République du Niger est un État unitaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas une composition de plusieurs États. Quand vous prenez par exemple les États-Unis sont ce qu'on appelle un État fédéral. Parce que au sein des États-Unis, c'est la composition de plusieurs États. L'État de Washington, l'État du Maryland, l'État de Texas, etc., etc. Au Niger, on n'a pas des États, mais nous avons des régions. Et ces régions sont dans une organisation unitaire. Et à la tête, nous avons une capitale. Et nous avons un chef d'État. Alors que dans un État fédéral, vous avez des États fédérés. Ce sont ces États-là
qui ont également leur propre gouvernement, qui ont leur propre constitution, qui ont leurs propres règles. Alors qu'ici, les régions n'ont pas leur propre constitution. Elles sont soumises à une seule constitution qui est la constitution du Niger. Donc, la constitution organise la forme de l'État, selon que c'est un État unitaire ou selon que c'est un État fédéral. La constitution organise également les institutions. C'est pourquoi on parle des institutions de la République. Par exemple, au Niger, vous prenez la Cour de cassation, vous prenez la Commission nationale des droits de l'homme, vous prenez la commission, par exemple, de lutte contre les délinquances, etc. Donc, c'est dans des institutions que l'État a mis en place. La Constitution détermine comment est-ce que ces institutions doivent fonctionner. Ce n'est pas des individus qui les organisent. Et c'est pourquoi, dès qu'il y a un conflit, on essaie de regarder qu'est-ce que dit la Constitution. Parce que c'est la loi mère, c'est elle qu'on appelle la loi fondamentale. Toutes les autres lois doivent s'aligner sur la Constitution. Quand une loi est en porte-à-faux avec la Constitution, on doit la réviser pour qu'elle puisse se conformer à la Constitution. Donc la Constitution, c'est ce texte majeur qui organise la vie de la nation, qui organise les institutions de la République. C'est également ce texte qui organise la dévolution et les conditions d'exercice du pouvoir politique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il faut acquérir le pouvoir politique? Si tel ou tel veut être chef de l'État, si tel ou tel veut être président de l'Assemblée nationale, etc., etc., comment est-ce que cela doit se faire? C'est la Constitution qui organise ce processus. C'est elle qui dit qui doit être chef de l'État. Quelles sont les conditions qu'il faut pour être chef de l'État, par exemple? Donc, elle organise comment est-ce que le pouvoir politique s'exerce. Comment est-ce qu'on acquiert le pouvoir politique. Voilà ce qu'on entend par Constitution. Mais dans cette liste, vous ajoutez également le respect des droits fondamentaux. On va voir la question des droits de l'homme. La Constitution garantit la jouissance et le respect des droits de l'homme. C'est pourquoi, dès que vous touchez quelqu'un, il vous dit « j'ai le droit ». Parce que la Constitution me donne le droit, en fonction du droit qui est violé. Qu'est-ce qu'on appelle un coup d'État? Ce travail que nous faisons, cette communication que nous faisons actuellement, a une vocation scientifique. Nous faisons purement et simplement que du droit. Tout ce que je vais vous dire ce soir s'inscrit dans le cadre du droit, dans le cadre des lois et des règlements de la République de notre pays. Ok? Donc, en ce sens, le coup d'État, c'est un phénomène qui existe, un phénomène qui arrive dans plusieurs pays, qui arrive dans les États du monde entier. Dans plusieurs pays, vous avez assisté à des coups d'État. On en a entendu parler. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est tout simplement une action de force contre les pouvoirs publics, exécutée par une partie des gouvernants ou par des agents subordonnés, notamment les militaires. Donc, on appelle ça aussi un putsch, et qui renverse le régime établi. J'explique cette définition. Le renversement peut être soit par des gouvernants. Cela veut dire tout simplement que dans le gouvernement, une partie de ceux-là qui détiennent le pouvoir décide de renverser ceux qui dirigent. Ça, c'est un coup d'État, par exemple. Ok. Ceux qui dirigent un pays, par exemple. Parmi ceux-là, un groupe décide de prendre la tête du pays. C'est-à-dire d'arracher le pouvoir à celui qui est devant, par exemple. Ça, c'est un coup d'État. Parce qu'il y a un changement qui est intervenu dans la direction du pays. Mais la forme que nous connaissons tous fréquemment, ou bien que nous connaissons couramment, c'est tout simplement cette forme dans laquelle on voit des militaires habillés qui prennent le devant de la scène politique. C'est ça que nous connaissons tous comme un coup d'État. Mais en réalité, le coup d'État, ce n'est pas forcément l'arrivée au pouvoir des militaires. Mais ça peut être également une sorte d'accaparement du pouvoir par un groupe au sein même de l'appareil de l'État. Je vous donne un exemple. Vous allez voir souvent dans certains pays, et cela est arrivé dans l'histoire, un
président d'une institution, peut-être, disons, le président a été malade ou le président a été empêché, ou le président n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, et que pendant ce temps où le président était empêché, la Constitution, rappelez-vous, j'avais dit que c'est elle qui organise l'exercice du pouvoir politique, a prévu peut-être que c'est le président de l'Assemblée nationale qui va remplacer le président. Si cela n'est pas fait, et que par exemple un ministre, peut-être à cause de certaines considérations, peut-être parce qu'il est fort, etc., je ne sais pas, se met à la place du président, alors que la Constitution a dit, quand le président est malade, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit diriger. Les gens vont appeler au scandale. On va dire que c'est un coup d'État qui est arrivé. Parce que ce que la Constitution a prévu n'est pas respecté. On a plusieurs exemples dans l'histoire, on a plusieurs exemples sur la scène internationale qu'on peut donner, là où on fait entorse aux règles prévues par la Constitution. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément le fait qu'on voit un militaire à la scène, ou bien devant la scène, qu'on peut seulement... En fait, ce n'est pas ça seulement qu'on appelle coup d'État. Mais le coup d'État, c'est tout simplement quand on fait entorse aux règles constitutionnelles prévues dans l'exercice du pouvoir politique. Maintenant, quand un coup d'État intervient dans un pays, quels sont les pouvoirs des autorités qui sont venues à la tête de l'État? Alors, dans la formulation de notre thème de ce soir, nous avons dit quels sont les pouvoirs des autorités de transition. Ici au Niger, par exemple, quels sont les pouvoirs qu'accordent les lois et les règlements de la République aux autorités? Parce que les actions des autorités aussi s'inscrivent dans ce canal. Ce que les autorités font, elles les font en regardant qu'est-ce que les textes ont prévu. Pour ceux qui sont juristes, par exemple, ceux qui sont des professionnels du droit, ils peuvent exactement constater les différentes actions des autorités, les différentes décisions qu'elles prennent. Elles les prennent en regardant qu'est-ce que disent les textes, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce qui ne nous est pas permis de faire. Parce qu'elles savent également que le peuple a un œil regardant. Vous savez, l'interruption du pouvoir ou bien la prise de pouvoir par les autorités militaires, c'est un fait juridique. C'est quelque chose qui est arrivé. Et quand ça arrive, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, on le voit. Le fait, il est là. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des autorités militaires à la tête du pays. On constate cela. Donc, c'est un fait qui est là. Et donc, le droit n'est pas resté silencieux parce que quand le fait arrive, il faudrait bien qu'on trouve une solution. Il faudrait bien que le pays marche. Et donc, vous voyez, c'est des choses qu'il faut prévoir. Si on ne les prévoit pas, donc c'est la catastrophe. C'est pourquoi le droit, constatant l'intervention des militaires au pouvoir, a prévu également des mécanismes pour que leur pouvoir soit encadré dans le sens du respect de la loi également. Je vous donne un exemple. Vous êtes à bord de votre véhicule et vous faites un accident de circulation. L'accident de circulation là, c'est un fait juridique, c'est arrivé. Quand ce fait arrive, il faut forcément maintenant traiter les conséquences de cet accident. Imaginez que cet accident intervient et tout le monde croise les bras et on dit bon, de toute façon, lui il a violé le feu de stop, il est venu cogner, on les laisse dans leur situation. Si par exemple il y a des blessés, des malades, il faut bien que ces blessés soient amenés à l'hôpital. Il faudrait bien que les blessés soient soignés. Il faudrait bien qu'après, qu'il y ait une prise en charge. C'est pourquoi le droit, également, face à un coup d'État, ne reste pas les bras croisés. Il a prévu un certain nombre de mécanismes par lesquels les autorités doivent inscrire leurs actions. Si vous avez constaté ici, dans notre pays, les autorités en place sont en train de prendre plusieurs décisions. Mais les décisions sont prévues par des textes. Ces décisions s'inscrivent dans des lois et des règlements prévus par les textes. Les autorités actuelles sont en train de mettre en application des lois qui existent avant leur arrivée. Si ils ferment les yeux sur ces lois, le peuple aussi regarde. Vous allez voir les acteurs du domaine du droit, par exemple les magistrats ou les avocats, peuvent sortir pour dire attention, ici on a violé tel texte,
Donc les autorités en place également savent qu'elles sont suivies de près par le peuple. En résumé, quels sont les pouvoirs que ces autorités ont dans une transition? Premier pouvoir que j'ai pu noter, on peut avoir plusieurs types de pouvoirs, mais j'ai pu vous noter ici l'essentiel. C'est le pouvoir de suspension de la Constitution. Deuxième pouvoir que j'ai pu également noter, c'est le pouvoir de la dissolution du Parlement. Troisième pouvoir, c'est le pouvoir de la dissolution des institutions de la République. Je voudrais dire que la Constitution organise l'exercice et la dévolution du pouvoir. Elle organise le fonctionnement des institutions de la République. C'est elle qui a prévu qu'il faut une commission nationale des droits de l'homme. C'est elle qui a prévu qu'il faut un médiateur de la République. Tout ça, c'est des institutions. Maintenant, les autorités militaires ont dissous ces institutions parce qu'elles ont le pouvoir de le faire et ça a été fait. Quatrième pouvoir, le pouvoir de mettre en place un gouvernement de transition. Si ce pouvoir que détiennent les autorités s'était manifesté à travers la nomination d'Alfred, vous allez voir que, bon, ce n'est pas forcément dans le gouvernement, ça peut être une nomination dans une institution de la République. Donc, les autorités ont le pouvoir de mettre en place les institutions de l'État, de mettre en place toute institution à même de servir les intérêts de la République. Donc, c'est de cette même manière qu'elles ont le pouvoir de dissoudre les institutions qu'elles pensent. Ou bien, en tout cas, selon leurs aspirations, selon leur orientation, elles peuvent mettre fin à des institutions. Tout comme selon leurs aspirations, selon leur vision pour le pays, elles peuvent mettre en place des institutions. C'est un pouvoir que nous constatons. Elles ont également l'exercice effectif du pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui décide. Nous avons un chef d'État. Et c'est là où je vais ouvrir la parenthèse. Parce que tout simplement, je viens de prononcer que nous avons un chef d'État. Beaucoup font souvent un amalgame en droit, mais qu'il faut clarifier ce soir. Quelle différence on a entre une république et un régime d'exception? Notez bien. Dans la définition que nous avons donnée tout à l'heure de la république, nous avons dit que la république, c'est cette forme d'organisation politique dans laquelle le peuple ou le corps social confère le pouvoir à des autorités, à des personnes, afin d'agir en leur lieu et place. Est-ce que dans un coup d'État, on a assisté à un transfert de pouvoir d'une autorité ou bien du corps social vers les autorités militaires? Dans une république, le peuple choisit démocratiquement ses représentants. Dans un régime d'exception, c'est une prise de ce même pouvoir par la force. Vous avez deux tableaux. Le premier tableau, toi et moi, nous allons aux urnes, nous mettons le bulletin, nous disons que nous avons choisi X ou Y. Dans un régime d'exception, des autorités ou une partie du gouvernement, au nom de certaines aspirations, au nom de certaines raisons qui leur sont propres, parce qu'un coup d'État a plusieurs raisons que ces auteurs avancent. Pour le cas Niger, par exemple, les autorités militaires ont donné les raisons pour lesquelles elles ont pris le pouvoir. Donc, dans un coup d'État, il y a des raisons qui dirigent une partie des autorités afin de prendre le pouvoir politique et de l'exercer. Le système de dévolution du pouvoir n'est pas le même que dans une république ou dans un régime démocratique. Voici les deux tableaux que je vous... Donc, dès là, sur la base de ces deux tableaux, vous avez toute la différence et la nuance entre un régime d'exception et une république. La république, c'est l'exercice du pouvoir par les dirigeants, c'est-à-dire le pouvoir issu du peuple. Le coup d'État ou le régime d'exception, c'est l'exercice du pouvoir par une partie des gouvernants ou par des autorités militaires au nom de certaines raisons qu'elles ont avancées.
Voilà toute la nuance entre un coup d'État, un régime d'exception et la République. Bien, je referme la parenthèse cette fois-ci et je continue sur l'autre pouvoir également. Après le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, elles ont également le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de prendre des lois. Vous avez également, et enfin, le pouvoir judiciaire, la justice. Il faut bien que la justice fonctionne. Ce n'est pas parce qu'il y a un régime d'exception qu'il n'y a pas de justice. Autrement dit, on va aller dire que chaque citoyen se fasse justice. Quand X ou Y ont un différent, ils vont se retrouver là-bas au bas-fond et se régler leur compte et revenir dans la société. Non. Il faudrait bien que la justice fonctionne afin qu'il y ait l'accalmie, la stabilité et le développement du pays. Pour dire tout simplement que un coup d'État n'empêche pas le fonctionnement du pays, le fonctionnement des institutions du pays. Les autorités qui viennent mettre en place des institutions, de nouvelles institutions pour continuer l'œuvre du développement du pays. Imaginez qu'on dit qu'il n'y a plus de commerce. Personne ne vend, personne n'achète. Tout le monde garde sa marchandise à la maison et la mange. Imaginez qu'on dise que désormais, parce qu'il y a coup d'État, eh bien, on ne vend plus de carburant. Personne ne sort. Tout le monde garde sa voiture, il marche à pied. Même si tu veux voyager, tu marches parce qu'il y a coup d'État. Eh bien, donc vous voyez qu'il faudrait bien que le pays marche. Et c'est pourquoi certaines institutions sont mises en place. Le gouvernement est mis en place. L'exécutif est mis en place. L'Assemblée est mise en place. Et la justice fonctionne. Maintenant, quels sont les droits et les devoirs? Je vous ai défini les concepts dans un premier tableau. Dans un deuxième tableau, je vous ai présenté les pouvoirs que détiennent les autorités de transition. Maintenant, troisièmement, je vous présente quels droits toi et moi nous avons dans ce régime d'exception. Alors, le peuple jouit de l'ensemble de ses droits, l'ensemble des droits humains pendant la transition. J'ai eu et j'ai l'habitude de dire tout simplement que le droit, c'est un ensemble de règles qui organisent la vie en société. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce qui m'est permis? C'est ça le droit. Et donc, pendant cette transition, nous avons un certain nombre de droits. Au titre de ces droits, nous avons la liberté d'aller et de venir. Bon, je commence par le premier droit. Le droit à la vie. Est-ce que c'est parce que nous sommes dans un régime d'exception qu'on va dire que désormais, les gens n'ont plus le droit à la vie? C'est-à-dire, on décide maintenant d'ôter la vie à qui on veut, etc. Non. Donc, les droits humains s'appliquent pendant le régime d'exception. Deuxième droit, la liberté d'aller et de venir. Vous et moi, nous sommes là ce soir parce que tout simplement, nous sommes titulaires de ce droit d'aller et de venir. Vous avez quitté vos domiciles, vous êtes venus ici pour participer à cette conférence. Et vous allez retourner à la maison. Parce que tout simplement, le droit ou la loi vous reconnaît pendant ce régime d'exception la liberté d'aller et de venir. Vous pouvez vous lever à 6 heures si vous voulez. Si vous décidez de ne pas sortir le matin, vous êtes libre. Si vous dites que moi je vais sortir à midi, aucune loi ne vous empêche de sortir à midi. Si vous dites que moi, je pense que je dois être matinal, je vais me réveiller à 6 heures, c'est vous qui regardez, c'est vous que ça regarde. Donc vous voyez que nous avons le droit d'aller et de venir. Nous avons la liberté de réunion, la liberté de manifestation. Aujourd'hui, nous sommes là ce soir dans le cadre de cette conférence parce que tout simplement, nous avons cette liberté de réunion. Il y a eu des moments où les gens n'ont pas la possibilité de s'asseoir comme ça et discuter parce que c'est interdit. Les droits de l'homme peuvent être mis en parenthèse dans certaines situations. C'est vrai, il y a des cas dans lesquels les droits que nous avons peuvent être légèrement aménagés au regard de ce que nous avons en face. Par exemple, en cas de péril imminent pour la nation, en cas par exemple d'une agression contre un pays, les autorités prennent des pouvoirs pour sécuriser. Il y a eu des moments où on a eu de couvre-feu ici. Qui peut sortir, qui peut revenir, qui peut aller à une réunion? Parce que tout simplement, la situation du moment exigeait la prise de cette décision. Mais s'il n'y a pas une situation qui l'exige, on ouvre le respect des droits humains, la jouissance des droits de l'homme. Donc, liberté d'aller et de venir, liberté de réunion,
le droit à l'alimentation, le droit d'acquérir des propriétés. Aujourd'hui, vous avez la liberté d'acheter ce que vous voulez, de vendre ce que vous voulez. Ce n'est pas parce qu'on est dans un régime d'exception qu'on dit que maintenant vous ne pouvez plus vendre ce que vous voulez, votre marchandise par exemple. Donc, vous voyez, pendant ce régime d'exception, les droits de l'homme sont respectés. Les droits de l'homme, c'est également la liberté, par exemple, de travailler. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un régime d'exception que vous avez un contrat de travail, vous dites que bon, moi je ne travaille pas, on est en coup d'État, c'est interdit. Tu dis à ton employeur que ton contrat là vraiment, toi tu ne sais pas qu'on est en coup d'État, il faut attendre, après le coup d'État, je vais venir travailler pour toi. Non, c'est autorisé. Ou les employeurs par exemple disent que bon, nous sommes en coup d'État, on ne peut plus recruter les gens. Ils peuvent le dire dans peut-être certaines situations, peut-être quand l'économie, ou bien elles n'ont pas assez de ressources, peut-être, mais pas du fait qu'il y a des autorités militaires à la tête du pays. Vraiment, voilà ce que je peux schématiser. Il y a autant de droits qu'on peut citer. Notez tout simplement qu'un régime d'exception n'empêche pas la jouissance effective des droits de l'homme. Peut-être, on peut, pour certaines raisons, aménager l'exercice de ces droits. On peut peut-être limiter un tout petit peu, et là, la limitation, ce n'est pas pour interdire, mais c'est dans le cadre de l'aménagement. C'est pour protéger les citoyens. C'est pour empêcher qu'il y ait certaines dérives. Mais si ce n'est pas au nom de ces considérations, les droits humains sont respectés pendant un régime d'exception. Maintenant, quelles sont vos responsabilités? Parce qu'il faut le dire, il ne faut pas seulement demander qu'est-ce que moi j'ai comme droit. Nous avons aussi des devoirs pendant ce régime d'exception. Et c'est pourquoi, quelle attitude face à la vie de la nation? Qu'est-ce que toi et moi, nous pouvons faire face à la vie de la nation? J'ai pu rapidement noter quelques obligations. Premièrement, face à la vie de la nation, tu as l'obligation suivante, celle de respecter les lois et les règlements de la République. Les autorités militaires actuelles ont pris des lois, elles ont pris des textes. Bon, voyez loi, pas au sens juridique du terme, parce que au sens juridique du terme, quand je dis loi, il s'agit d'un texte voté par l'Assemblée nationale, au sens juridique proprement dit. C'est ça la loi. Mais quand je dis loi ici, dans ce contexte, voyez tout simplement une décision des autorités actuelles. Donc, pendant cette période, les autorités actuelles ont pris des lois. Et ces lois doivent s'appliquer à nous. Nous devons respecter ces lois. Et donc, tout citoyen nigérien, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances les lois ou l'ordre juridique de la République, sous peine des sanctions prévues par la loi. J'ai dit l'ordre juridique de la République, parce que ici j'ai pris un ancien texte qui n'a pas été abrogé, qui n'a pas été suspendu, qui était de mise avant le coup d'État. Puisque maintenant, je vous ai expliqué les lignes de session, donc il faut sauter la République. Je ne sais pas si on se comprend. Ce texte a été pris avant le coup d'État. C'est pourquoi nous avons ce concept. Mais pour l'instant, nous sommes dans un régime d'exception tel que je vous l'ai expliqué. Mais ce régime n'empêche pas que vous respectez les lois qui ont été prises actuellement. Pour vous rendre compte que vous êtes obligé de les respecter, il faut aller toucher les biens de quelqu'un. Ou bien maintenant vous allez au grand marché, vous rentrez dans une boutique, vous ramassez tout, vous dites que bon, nous de toute façon on est en coup d'État, c'est pas ton problème, moi je suis venu prendre ce qui m'intéresse. Tu vas voir demain si la police judiciaire ne va pas débarquer te ramasser toi et toute ta famille. Ou bien tu vas dire maintenant parce que nous sommes dans un régime d'exception, tu vas prendre le micro, tu vas insulter tout le monde, père et mère, de génération en génération, et tu vas aller dormir tranquillement. Demain matin, tu vas voir, la PJ va s'arrêter devant ta porte, injure, diffamation, etc. Et on va te mettre là-bas au dépôt. Donc, le régime d'exception ne te dédouane pas du respect de tes obligations. Nous sommes obligés de nous soumettre aux lois et les règlements. Il faut maintenant te lever et puis tu le gifles ici, tu le gifles ici, et tu dis, bon, de toute façon, le président, le chef de l'État a suspendu la Constitution.
Donc, que chacun reste à sa place, que chacun joue son rôle, que chacun respecte les lois et les règlements, et là tu es tranquille. J'aurais dû vous dire tout simplement que le droit, nous en avons deux types. Il y a le droit objectif et le droit subjectif. Le droit objectif, c'est ce droit-là qui est là-bas caché. Tant que tu ne le touches pas, il ne te touche pas. Je vous donne un exemple. Le feu de stop, il est là. Je viens dans ma voiture, il est vert, je passe. Mais imaginez qu'il est rouge. Le policier m'arrête, il prend les papiers et il m'amène à Hainabou, n'est-ce pas? Mais si le feu est vert et que je passe, est-ce que le policier m'a amené quelque chose? Souvent quand je suis dans ma voiture, dès qu'un policier m'arrête, je fais stop, je garde, je bombe la poitrine comme ça. Je dis oui monsieur, j'ouvre mon coffre, je sonne mes pièces parce que je sais que je suis en règle. Donc si tu es en règle, tu as quoi à craindre? Tu n'as rien à craindre. Donc pour un sens, la loi ne te touche pas. Elle va te toucher quand tu vas la violer. C'est ça le droit objectif. C'est une loi qui ne te touche pas que quand tu la touches. Mais le droit subjectif, c'est par exemple, on prend un décret de nomination, on dit bon, tel a été nommé. Ce n'est pas vous qu'on a nommé, mais c'est tel. Tu ne vas pas dire ouais, on a nommé tel. Ça ne te concerne pas. C'est lui qu'on a nommé, donc c'est son droit à lui. Voilà les deux types de droits que j'aurais dû vous expliquer depuis. C'était juste une parenthèse également. Donc je disais tout simplement que la première attitude, c'est de respecter les lois et les règlements. Deuxième devoir, travailler avec dévouement. Et en ce sens, l'ancienne constitution qui a été discutée dit tout simplement que tout citoyen a le devoir de travailler avec dévouement pour le bien commun, de remplir ses obligations civiques et professionnelles. Tout le monde, on sait tous qu'on doit travailler et travailler avec dévouement pour le bien commun. Je vais rapidement. Troisième obligation. Quelle attitude face à la vie de la nation? C'est défendre l'intégrité territoriale. Et en ce sens également, le même texte dit que la défense de la nation et de l'intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen. Pendant ce temps, tu as l'obligation de défendre la République. Tu as l'obligation de défendre l'État. Parce que si l'État disparaît, toi et moi, on va disparaître. J'ai dit que l'État, c'est le peuple, le territoire et le pouvoir. Mais imaginez que le territoire est pris. Toi et moi, on ne sera pas là. C'est pourquoi, face à la vie de la nation, tous, nous avons l'obligation de défendre l'État. Défendre l'État, chacun peut défendre l'État à sa manière. Rien que le fait même, peut-être, d'éviter des ordures, c'est défendre l'État. Tu œuvres pour l'hygiène, la salubrité et la moralité publique. Rien que le fait d'éviter des bavures dans l'État, de bien se comporter, d'être de bonne moralité, c'est autant de choses pour défendre l'État, pour défendre la République. Si chaque citoyen se comporte comme il se doit, la République va aller de l'avant. Donc, je voulais tout simplement dire, la défense de la République, c'est toi qui l'imagines et tu l'as fait. Si chacun joue son rôle, la République ira de l'avant. Mais si chacun ne joue pas son rôle, la République va disparaître. Enfin, chaque citoyen a le devoir de respecter les biens publics. Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, de blanchiment d'argent ou d'enrichissement illicite est réprimé par la loi. Il y a tellement de devoirs qu'on peut citer, mais j'ai juste voulu sélectionner quelques-uns pour nous dire que ce n'est pas la récréation. Le régime d'exception n'est pas la récréation. Ce n'est pas le moment pour toi et moi de faire ce que nous voulons. Nous avons tous intérêt à bien nous comporter face à la vie de la nation pour que, en retour, la nation puisse nous servir. Je vous remercie.